Nordine, il n'était pas facile sur le terrain. C'était un diable. C'était vraiment un diable. Il n'était pas facile. C'est pas le c'était un très bon attaquant. Mais au-delà de ça, il pratiquait beaucoup le trash talking un peu. Il était embêtant pour ça. Kalilou aussi. Mais lui parce que c'est vraiment un joueur difficile à contenir. Alors quand je jouais sur le côté et que je l'avais comme adversaire, c'était pas facile. Gert aussi, Verion. Lui aussi, il n'arrêtait pas. Mais C'est il que était la team embêtant. de Pix que tu es en train de nous Ouais, mais, citer. oui, non, mais c'est la vérité. Alex Teclac, c'est l'homme de 3 clubs, Charleroi, Moucron et la RAL. Alex Teclac, c'est un défenseur avant d'être un consultant. Alex Teclac, c'est une drôle de carrière qu'on va revisiter. Alex, quel est le joueur le plus fort que tu as affronté? Alex, évidemment, d'un Alex à l'autre. Pas toi. Hein. Non, ce serait très prétentieux. Non, Alex, il jouait à Fenerbahçe à l'époque, mais il n'a pas fait que ça comme club. Le gaucher, là, le milieu relayeur, là, je me suis dit, ok, international brésilien. C'était, c'était vraiment un très très grand joueur. Ouais. Quand tu es face à des joueurs comme ça, tu te dis c'est pas le même sport. Exactement. Ben, sans toute modestie, je me suis dit, mais ouais, on pratique pas le même sport. Il y a une telle différence de niveau. Et puis, de qualité intrinsèque, c'est vraiment des joueurs qui sont exceptionnels, qu'on voit moins aujourd'hui, hein, Mhm. ce type de joueur, mais ouais, qu'est-ce qu'il était bon. Et quel est le plus fort avec qui tu as joué? Là, il y en a quand même pas mal. Il y a Père, c'est vrai que spontanément, je pense à lui. Tonchi, Martic, qui malheureusement était trop souvent blessé, mais qu'est-ce qu'il était fort aussi. Euh, j'ai cité deux milieux de terrain, c'est pas par hasard. Je vais sûrement en oublier là comme ça, mais c'est deux joueurs pour moi qui étaient vraiment deux très très bons joueurs. Ouais. Qui était le plus fou que tu as croisé dans ta carrière? Ah, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'étais en concurrence avec eux, mais il y en a beaucoup. Je pense Christophe. Christophe Lepoint? Ouais, je pense qu'il est dans le top 3, ouais. Gestro, c'était aussi un mec un peu particulier et il avait ce côté un peu mystérieux. Et puis, quand il devait faire la fête, il n'était pas le dernier non plus. Non, et Zoran Ban. Lui, c'était un malade mental. Hein. Lui aussi, il était vraiment très marrant. Un gars très avenant, enfin très très bien. Mais là, j'en oublie des fous. J'en ai côtoyé beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Le plus méchant que tu as affronté? Le plus méchant, affronté. Là, comme ça, spontanément, je te dis Michel Raskin. Mais je ne l'ai pas affronté. J'ai joué avec lui. Mhm. Mais Michel, c'était vraiment. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un tueur à gages. Vraiment? Ouais, mais vraiment, et même à l'entraînement, hein. Il m'en a fait voir aussi, parce que j'étais un peu en concurrence avec lui pour le poste. À l'époque, j'étais très jeune, donc non, mais voilà, j'ai appris le métier avec des mecs comme ça, mais il était vraiment dangereux, Michel, oui. Le plus fêtard? Alors, encore une fois, là, si je dois te répondre à ça, je te dis toute l'équipe de Charleroi de l'époque et toute l'équipe de Moucron. Ben vraiment, c'est plus facile de me dire en fait qui ne faisait pas la fête à l'époque. Et là, j'aurais plus facile à te répondre. Parce que je te répondrais peut-être un ou deux, quoi. Mais non, c'était comme ça. On a quand même l'impression que c'est une époque qui est complètement révolue. Ouais, totalement. C'est l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que ça n'existe plus et on ne peut plus le faire. Les codes ont changé. Évidemment, les codes culturels, du sport de haut niveau, les relations intersociales aussi, elles ne sont plus du tout les mêmes entre les joueurs. Et puis surtout, l'apparition du smartphone. Ça, malheureusement, ça change beaucoup la donne par rapport au fait et à la discrétion qui n'est plus tellement assurée. Quel était le joueur le plus drôle que tu as croisé? Mustapha El Idrissi, qui a fait une belle petite carrière d'ailleurs. C'était un mec très marrant. Et alors, il était toujours en train de piéger les gens avec des blagues, mais vraiment de bon goût. Style de blague qu'il était capable de faire, c'est de se balader dans la ville euh, avec des masques. Donc, il roulait, mais avec des masques horribles. Et vraiment, qui faisait peur. Je crois d'ailleurs qu'une fois, il avait été arrêté par la police, quoi, parce qu'ils se sont demandé, mais c'était qui ce maboule? Avec des masques vraiment, des masques qui faisaient très très peur. Donc ça, c'est le genre de blague qu'il aimait bien faire, et voilà, c'était juste pour le délire, quoi. Mais il était très bon, dans cet exercice-là, oui. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as perdu de vue et que tu aimerais revoir? Ouais, il y en a beaucoup en fait. Ouais, il y a beaucoup de mecs avec qui je me dis, tiens, ouais, je voudrais les revoir parce que le foot fait que c'est compliqué. Les Evlakov, par exemple, les deux frères, on se revoit encore de temps en temps en Ligue des Champions, mais on s'entendait fort bien.
Mais je parlais de Zoran tout à l'heure, il en fait partie. Mais comme Koen de Vleeschouwer aussi, la vie fait que... En fait, là aussi, ma réponse, elle peut vraiment être exhaustive parce que j'ai gardé beaucoup de très bonnes relations avec tous mes coéquipiers. C'est vraiment très rare les mecs avec qui j'ai vraiment plus envie de les voir. Gordon Vidovic, par exemple. T'as un mec aussi là, lui aussi, très taiseux, difficile à cerner, mais c'était un super, super bon gars. Après, il y en a d'autres avec qui j'ai gardé des relations, mais... Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup avec qui j'aimerais pouvoir les voir plus souvent. Et à contrario, est-ce qu'il y en a un que tu n'aimerais pas revoir? Peut-être l'un ou l'autre, mais comme ça, même là, je veux pas du tout jouer la langue de bois, mais j'ai pas vraiment quelqu'un qui me vient spontanément. Quelqu'un peut-être avec qui j'ai moins d'atomes crochus, mais pas quelqu'un où je me dis, je le déteste, quoi. C'est jamais vraiment arrivé. Des mecs avec qui tu as moins d'affinité, tout simplement. C'est la vie. Mais pas de gros problèmes. Et puis, ceci dit aussi, quand j'en ai eu, parce on a eu des bagarres sur le terrain, j'en ai fait l'objet à certains moments, ça passait, quoi. Gestro, par exemple, j'ai failli me battre avec lui, et finalement, on est devenus très, très potes. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est la vie de vestiaire, et ça arrive. Quel est le joueur que tu détestais affronter? Joueur que je détestais affronter dans le championnat belge... Nordin, figure-toi. Ah oui, parce que Nordin, il n'était pas facile sur le terrain. C'était un diable. C'était vraiment un diable. Il n'était pas facile. C'est pas le c'était un très bon attaquant. Mais au-delà de ça, il pratiquait beaucoup le trash talking un peu. Il était embêtant pour ça. Kalilou aussi. Mais lui, parce que c'est vraiment un joueur difficile à contenir. Alors quand je jouais sur le côté et que je l'avais comme adversaire, c'était pas facile. Gert aussi, Verheyen. Lui aussi, il n'arrêtait pas. C'est que la team de Pix que tu es en train de nous citer. Oui, non, mais c'est la vérité. Il était vraiment très, très embêtant. Un autre joueur aussi qui était très coriace et un qui m'a fait tourner la tête, enfin deux, c'est De Grey et Nilis. À l'époque où ils étaient encore à Anderlecht, moi j'étais tout jeune et j'ai souvenir là-bas d'une après-midi, écoute, horrible, où on en a pris 6, enfin bref. Non, ils étaient eux aussi très compliqués. Tu le disais, tu as eu des accrochages avec Yestro. Quelle est la plus grosse engueulade que tu as vécue dans un vestiaire? Oh, je pense que c'était à l'époque encore du Gobros. Ouais, il y avait eu, on n'était pas bien du tout et je me rappelle, on avait fait un très mauvais début de saison avec une équipe, une grosse équipe. Ça marchait pas du tout. Et je me souviens, Hugo, qui était toujours très calme et assez taiseux, qui est sorti de ses gonds à l'égard de plusieurs joueurs. Les noms m'échappent maintenant, mais parce qu'ils n'étaient pas à niveau. Et il y a eu réplique de ces joueurs. Donc c'est vraiment parti en cacahuète. Il y a eu une grosse réplique, ça avait créé... mais après, voilà, on enchaîne avec 5 victoires d'affilée. Comme quoi... Le foot, c'est parfois particulier. Mais là aussi, ça s'est passé dans un bon esprit. Mais j'avais jamais vu Hugo en colère comme ça. C'est d'autant plus bizarre quand un mec est calme, qui sort de ses gonds comme ça. Il a vraiment pété un câble. Justement, quel est l'entraîneur que tu as préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé Djukic. Tu te rappelles, quand a joué 2 finales de Champions League. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en termes d'apprentissage, c'était super intéressant. Et c'était un mec très ouvert et très cool. Vraiment une bonne personne. C'est quelqu'un... pour qui en fait le foot était quelque chose d'agréable à vivre et pas de stress. Donc il avait vraiment communiqué ça à l'équipe. Au début de ma carrière, j'ai beaucoup aimé aussi Peruzovic, qui lui venait un peu de l'école de la Juke Split. Il était très formateur en fait dans l'âme, contrairement à ce qu'on peut croire. Et il m'en a fait baver, mais il m'a appris le métier. Je lui dois aussi certainement beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un entraîneur avec qui ça passait pas? Ouais, Georges. J'ai eu difficile avec. Et c'est paradoxal parce qu'il m'a fait jouer mon premier match en D1 avec Charleroi. J'avais 17 ans à l'époque, c'était contre l'Antwerp, à domicile, 0-0. Et après, je le retrouve à Moucron et ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas, mais vraiment, ça n'allait pas du tout. Et j'en suis arrivé vraiment à être... à même être dégoûté. Non, et puis on s'est revus et on s'est expliqué. Et puis voilà, on s'entend, mais je garde un mauvais souvenir de cette période-là avec lui. Quel a été ton plus gros fou rire? Plus gros fou rire, mais là aussi, quoi, il y en a eu tellement. T'expliquer une anecdote. On est à une semaine de la finale de Coupe de Belgique contre Bruges, et puis on sort. Bon, maintenant, il y a prescription, je peux le dire. Et on va dans un café du côté de Ploegsterk, fief de Frank Van den Broek et de la famille Van den Broek. Et il y a une grosse fête.
il y a un groupe de musique qui est là, ça part vraiment en cacahuète. Moi, je joue un peu de batterie. Donc, il y a un mec là qui jouait de la batterie avec un bon groupe de rock. Je me mets à jouer et tout le monde est un peu surpris quoi, parce que les gars ne savaient pas. C'est pas un truc dont j'avais parlé. Évidemment, ça commence à prendre des proportions. La température monte un peu. Voilà. Et puis, à un moment donné, je vois Hugo. On lui avait offert une canne à pêche. C'est pas des blagues. Ils avaient eu la bonne idée parce que je sais pas, peut-être qu'il pêchait, Hugo, mais je ne le savais pas à l'époque. Et il était en train de danser torse nu sur les tables, quoi, avec d'autres joueurs. C'était une semaine avant la finale de la Coupe de Belgique. Non, mais réellement, faut savoir, à l'époque, le café qui est rempli, évidemment, de monde. Donc les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, ici? Mais c'était quelque part quelque chose d'intégré, quoi, de normal, quoi. Mais ça, encore aujourd'hui, on se revoit d'anciens Moucronois et on en parle toujours. On en parle toujours parce que ça a vraiment... Bon, on est battu en finale, hein, mais ça a marqué tous les gens qui étaient là ce jour-là, parce que voir Hugo dans cet état, et puis tous les joueurs, quoi, c'était très festif, mais encore une fois, super agréable et très sain. Quel est le match que tu aimerais rejouer? Ouais, la finale de coupe. Cette Ouais, finale, ouais, justement. vraiment, ouais. Parce que, en fait, ce qui m'a frappé dans ce match, et j'en parle encore aujourd'hui avec un peu la chair de poule, c'est le décor du stade. C'est magique en fait, ces moments-là, et on les retient parce que il y avait vraiment une partie noire et bleue, et puis une partie rouge et blanc, et le stade était vraiment comble. Et l'atmosphère, franchement, j'en parle, j'ai encore l'émotion, parce que l'atmosphère de ce genre d'événement, c'est hyper particulier, quoi. C'est quelque chose qui vous donne des frissons, et on comprend pourquoi on fait ce sport, parce que ça transmet vraiment un truc spécial. Non, ça, et bon, on l'a perdu, mais là aussi, on a fait la fête après, quoi. Mais c'est vraiment un match que j'aimerais bien qu'on rejoue et qu'on gagne. Mais bon, voilà, des foot fiction. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Moi, il y a eu une période à Charleroi où vraiment, là, j'ai eu de très bonnes sensations. À l'époque, le Standard, donc c'était encore Luciano qui était au Standard, me contacte par l'entremise de Robert Wassèche. Tu sais, ils étaient très complices. Et un jour, j'arrive au centre d'entraînement et Robert me dit, tiens, Alex, je vais pas faire son accent, mais il me dit, tiens, j'ai quelqu'un au téléphone, il voudrait te parler. Et j'étais fin de contrat avec Charleroi. Et moi, je prends le téléphone, quoi. Et puis il me dit, ben voilà, ouais, c'est l'accent liégeois, c'est Luciano de Lofrio. J'aimerais bien te voir. Et je dis, ouais, ça va, ok. J'étais un peu mal à l'aise parce que moi, j'avais pas d'agent, je connaissais pas grand-chose à tout ça, quoi. Un peu naïf, quoi. J'étais très jeune. Et il me donne rendez-vous au stade. Et tu vas me prendre pour un idiot, mais c'est la vérité. Je suis arrivé avec plus d'une heure de retard. Parce qu'en fait, pour moi, d'abord, les GPS n'existaient pas. C'est une époque, voilà, les jeunes qui vont voir ça vont se dire, mais d'où ils sortent? Mais c'est comme ça. Les machins, les applications comme Waze, ça n'existait pas. Moi, j'avais une voiture dans laquelle j'avais de toute façon pas de GPS. Donc, je ne pouvais pas me le permettre. Et je suis arrivé en retard parce que j'étais convaincu, en fait, que le stade, j'allais le trouver à Liège, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Je m'étais pas trop renseigné et je suis arrivé là-bas et Luciano était furieux contre moi. Il était fâché. Et j'y ai pas signé pour diverses raisons, des histoires d'agents qui s'en sont mêlés, mais bon, bref, voilà, c'est pas grave. Mais c'est une période qui correspond vraiment à une période où j'étais fort bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre transfert comme ça qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait? Ouais, il y a eu un transfert aussi en Turquie, dans le club de Kayserispor. J'étais à deux doigts de signer. Ça s'est pas fait au dernier moment parce que là aussi, des histoires d'agents. Tu sais, dans ces moments-là, en fait, t'as plein de gens intéressés, quoi, qui tout à coup apparaissent dans ces dossiers, qui veulent prendre du pognon, parce que c'est ce qui s'est passé. Et au final, toi, tu te retrouves avec rien. Et puis même dans des conditions où le club acquéreur veut plus négocier, parce qu'il se demande qui est l'agent. Là, j'ai fait une erreur. J'aurais aussi dû faire un peu de nettoyage autour de moi. En partie, c'est un peu ma faute, parce que c'est trop facile de dire c'est la faute des autres. C'est aussi de ma faute. Mais ouais, c'est un transfert que j'aurais pu faire. Et alors, de l'époque à Charleroi aussi, le club de Vicenza, j'avais eu un contact avec eux très concret et ça a été à deux doigts de se faire. Mais là, c'est plus parce que... allez, Charleroi n'a pas été très collaboratif à l'époque dans
dans le transfert, dans la transaction. Donc voilà, c'était une époque encore avec Jean-Paul Spot, Gaston Colson, etc. quoi. Donc c'était pas du tout la même manière de négocier qu'aujourd'hui, mais voilà. C'est ça ton plus grand regret de ne pas avoir goûté au foot à l'étranger? Ouais, j'aurais bien voulu vivre une belle expérience là-bas. Il y a différents paramètres qui se sont jamais vraiment mis, mais j'aurais voulu. En plus, je suis assez ouvert d'esprit. J'aime bien les autres cultures. Ça m'aurait permis de m'intégrer dans une nouvelle culture. C'est un truc qui m'aurait beaucoup plu. Ouais. Encore aujourd'hui, voilà, je me dis, bon, c'est comme ça. Quel est le moment où tu t'es senti le plus bête dans ta carrière? Le plus bête dans ma carrière, c'est peut-être quand je me suis retrouvé en fin de contrat à Moucron. Gerd Brockhart arrivait pour remplacer, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il était avec Enzo. Enzo arrête, c'est Gerd qui reprend l'équipe. Et ça ne s'est pas bien passé non plus avec lui, avec Gerd. Il avait des a priori. Il voulait à tout prix lancer tous les jeunes du Futurosport, ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, mais se débarrasser des anciens qui avaient une certaine personnalité et un bon contrat. C'est vrai que c'est aussi en partie à cause de ça. Donc ils n'ont pas voulu me renouveler, de sa faute. Et là, c'est arrivé au dernier moment. Moi, jusque-là, j'avais la garantie. On m'avait dit, oui, tu vas re-signer. Ouais, finalement, je n'ai pas re-signé. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate. D'où j'ai atterri à l'Aral. Parce que je crois qu'à l'époque, quand ils ont su ça, ils m'ont appelé presque tout de suite, parce que c'est sorti dans la presse. Et donc, mais là, j'ai été un peu bête. J'étais un peu bête parce que je m'y attendais pas. Ouais. Voilà, je m'attendais pas à me retrouver dans cette situation. J'avais fait confiance au club, parce que je voulais re-signer là. J'étais très bien, mes enfants, l'école, etc. Ben, bon, voilà, ça a été un changement, mais c'est comme ça. Et pour finir, quelle est l'anecdote que tu n'as jamais racontée? Oh, l'anecdote que j'ai jamais racontée, elle concerne... mais je peux pas la raconter. Je sais pas si je peux la raconter parce qu'il va peut-être m'en vouloir, mais j'en parlais il y a pas longtemps. Mais ceci dit, allez, je vais la raconter quand même. Je vais la faire en cours. Hein. On est au Nautilus à Charleroi, un café très très connu, café de fêtards. Et j'étais avec Roch Gérard, entre autres, et d'autres joueurs du Sporting. Et à un moment donné, donc Marina, l'ex-femme de Roch, sa femme de l'époque, me demande de m'occuper de Roch, parce qu'il était tard, et elle allait rentrer. Donc je dis, ouais, voilà. Et ils s'en souviennent peut-être plus, parce que ça fait très longtemps, mais moi je m'en souviens bien. Et alors je dis, je reprends Roch, je le ramène, bon, parce qu'il ne pouvait pas conduire, il n'était pas en état. Ceci dit, moi non plus, probablement pas, mais moins que lui. Donc, je dis à Marina, à ce moment-là, voilà, il habitait au centre de Charleroi, mais à un étage en fait, où il n'y avait pas d'escalier pour accéder à son appartement. Donc, c'était un ascenseur. Je dis, je le mets dedans. Moi, j'habitais plus loin, à Courcelles à l'époque, et j'envoie un message à Marina, et il est là. J'arrive, et puis Marina me dit, un quart d'heure plus tard, écoute, il n'est toujours pas là. Je dis, comment ça, il n'est pas là? Je dis, c'est pas possible, je l'ai mis dans l'ascenseur, quoi. Et je reviens... à l'endroit où je l'avais déposé, et là je vois l'ascenseur en arrivant qui fait ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? La porte était... Mais je vois pas au sol. Et en fait, Roch obstruait la fermeture de l'ascenseur, donc, et il dormait. Bon ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai poussé le paquet cadeau, et puis là je l'ai monté, et puis là c'était bon. Mais voilà, bon, c'est pas non plus un truc qu'on peut pas raconter, mais c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant pour Roch, quoi. Mais il le prendra bien. Voilà. Merci Alex. Je t'en prie.